Alors ça va mal pour le coup pour le Cybertruck, donc c'est pas que je l'avais dit, mais déjà aux États-Unis c'est quand même très cher. Le prix de départ qui est annoncé c'était aux alentours des 60 000 de mémoire, donc en gros 80 000 c'est beaucoup plus élevé, et comme je l'ai expliqué, sur les véhicules thermiques, ils sont en concurrence directe puisque pour beaucoup moins cher et ils n'ont pas de frais ou de malus ou quoi que ce soit, donc ça reste quand même de toute façon économiquement très intéressant, avec les avantages et les inconvénients donc, de l'électrique, puisqu'il faut quand même rappeler le Cybertruck. Je ne sais plus en bidirectionnel ce qu'il propose, je crois que c'est 3,7 kWh. Donc c'est quand même très très intéressant. En fait, tu peux venir et quelqu'un peut se brancher sur cette grosse batterie et avoir non plus avoir un compresseur à côté ou un générateur ou quoi, et donc utiliser la batterie. Donc il y a quand même des choses très intéressantes sur la voiture électrique, et puis une consommation qui reste très très faible, mais le coût en fait aux États-Unis reste trop élevé. Comme je l'ai expliqué, je ne sais pas, en fait, à un moment donné, Tesla a voulu prendre une orientation très bizarre, qui est que de mettre de côté la compacte pour l'Europe, alors qu'en fait, ils auraient pu envahir, on va dire, l'Europe, et de privilégier le marché américain, puisque c'est plutôt pour le marché américain, le Cybertruck, que le marché européen. Parce que même s'il était homologué, ça pourrait être intéressant. Nous, c'est vrai que tout ce qui est gros pick-up, c'est tout de suite 100 000 euros. Donc si c'était 80 000 avec quelques frais de douane, de taxes ou quoi, et des homologations qui coûteraient pas trop cher en fait en termes de modification, pourquoi pas. Encore une fois, je trouve que la stratégie de Tesla, là, pour moi, c'est un petit peu l'incompréhension. Donc même un van, je pense, aurait été mieux perçu, aurait été plus tendance que écologiquement. Enfin, faire un véhicule aussi gros, avec une aussi grosse batterie, ça a demandé énormément de débauches. Donc voilà, je te mettrai de toute façon l'article et l'info donc, que Hugues m'a envoyé. Ça fait déjà quelques jours que j'avais vu cette information. C'est surtout que voilà, ils ont enlevé a priori la pénalité donc sur le fait de revendre, parce que ça faisait le buzz, mais parce que le véhicule est tellement atypique intérieurement, extérieurement, que toutes les stars l'ont acheté. Et ça me fait penser un petit peu aux États-Unis quand il y avait Christian Digier avec Van Dodge, tu vois. Donc je crois que c'était Madonna qui était passée en fait à Miami dans sa boutique et tout, et puis c'est devenu tendance et ça a bien marché. D'ailleurs, a priori, ça revient un petit peu Suprême, les trucs comme ça, un petit peu à la mode. Mais c'était vraiment, ouais, attends, c'était en 2004, je crois, donc ça fait 20 ans, tu te rends compte. Donc en gros, ça fait tendance, mais les gens, ces gens-là, ils s'en foutent de payer 100 000 dollars, 150 000 dollars, ils vont l'utiliser un petit peu. Il faut aller tous avoir un petit peu son véhicule, son Cybertruck. Voilà, donc le côté positif, c'est que si ça ne fonctionne pas et que ça se casse la gueule, ben en fait, Tesla enregistrera en tout cas une perte sur ce modèle et va enfin peut-être définitivement se concentrer sur aujourd'hui. euh, Elon Musk est un petit peu trop azimut, je pense, et Tesla l'est aussi. C'est la priorité en Europe. Je vais parler de l'Europe, de nous, hein, et de la Giga Berlin. C'est que la Giga Berlin donc finisse de grandir. C'est le maillage des superchargeurs, hein, pour les Tesla et a priori ouvert aussi aux autres, et puis d'avoir donc un petit van, mais surtout une compacte qui soit plus cohérent à notre marché, parce que la Model 3 reste très grande et sans haillons, et le Model Y avec son Rio de braquage est quand même très grande. C'est pas, c'est à la base, c'est plutôt entre guillemets un marché de niche, ou un marché, même si les autres véhicules, tu vois qu'un 5008 arrive à la taille d'un Model Y maintenant, hein. Mais c'est pas, on va dire, normalement, c'est pas le top 10. Mais il arrive quand même à rester premier et deuxième parce que le véhicule, en termes d'attractivité, en termes de rapport qualité-prix, est excellent. Donc, dis-moi ce que tu en penses dessus. Est-ce que ça va repartir? Est-ce que ça va rebondir? Ou est-ce qu'à un moment donné, en fait, s'ils ne vendent plus assez de Cybertruck, ils vont essayer de le refourguer dans d'autres pays, éventuellement pour faire des ventes? Ou est-ce que la chaîne de montage, éventuellement, sans s'arrêter, peut réduire? Et ça me fait penser, bon, pour le coup, je vais intégrer cette information, je le remettrai peut-être dans l'actu de la semaine, donc ce week-end, ce dimanche, donc sur le i3008 qui embauche, donc qui a l'air de fonctionner. Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a de la commande, de la précommande ou que c'est vendu de toute manière que ça a bien fonctionné. Malheureusement, il va y avoir des déçus. Cette batterie de 73 kWh est quand même très grosse, le véhicule est très lourd, le véhicule pour 190 chevaux de mémoire, bref, qui fasse 200 chevaux, n'a pas une tenue de route extraordinaire, c'est tout à fait normal, il est très lourd, on ne retrouve plus pas les comportements routiers en fait des Peugeot qui étaient certes un petit peu secs, mais c'est pas non plus du BM, mais voilà, qui est
pas moyen, mais on fait pas des miracles. C'est-à-dire qu'on part même à la base d'un 3008 qui faisait une tonne 4, maintenant c'est une tonne 6, une tonne 8, 2 tonnes 2. Donc ça commence en fait à faire beaucoup et de toute façon la grosse batterie, entre guillemets, grande autonomie de 98 kWh, ne viendra en fait indirectement rien en tout cas donc apporter à ce 3 minutes, sans compter tous les bugs. Les deux anciennes versions, il n'y a jamais eu de bugs. Là, les journalistes ont révélé des bugs, des problèmes de sous-menu. C'est un véhicule, on n'est pas loin de geek, hein, de véhicule de geek, où il faut savoir maîtriser beaucoup de choses et tout. Et moi, je vois par exemple pour le coup, donc avec mon beau-père, si c'est pour que on t'appelle tous les 2 minutes, ah, mais je sais pas faire marcher le menu, je sais pas faire marcher le sous-menu, ou qu'il faut 1 heure en fait de formation pour savoir comment il faut faire tout marcher. Le premier 3008, c'était très instinctif, il y a des petits boutons un petit peu comme un cockpit, donc iCockpit. Le deuxième, c'était plutôt bien fait, en tout cas c'était fait par Bosch, donc pas trop de soucis. Mais moi, mon beau-père, sur le 3008, là, au bout de 7 ans, avant que je lui dise, ça faisait 2 ans, 3 ans que je lui disais de vendre, commençait à y avoir des bugs. Problème de poignée une fois, et puis des voyants qui commencent à s'allumer, problème d'airbag, une ceinture, tu vois. C'est des véhicules, que ça soit entre guillemets un peu Renault et PSA, je suis pas sûr, enfin Stellantis, ça soit des véhicules extrêmement robustes qui soient faits pour vieillir énormément dans le temps. Et ça, de toute façon, c'est inhérent à la plateforme et aussi à tout l'infodivertissement. Donc c'est la même chose sur l'essence ou l'hybride ou enfin, l'hybride rechargeable. Hein. Tu comprends les sous-menus, les complexités. Donc l'intérieur est sympa, mais ce que je trouve moi en étant aujourd'hui utilisateur, je veux la sérénité. Donc je veux quand même, quand j'achète un véhicule à 40 ou 50 000 euros, je veux être tranquille pendant la garantie, mais après, je veux pas avoir un problème. C'est souvent, c'est le truc qui arrive. Tu as ta garantie. Moi, j'avais dit à mon beau-père de prendre une extension, je crois que c'est 2 ans chez Peugeot, peut-être 3. Bref, j'avais dit de prendre une garantie jusqu'à 5 ans. Il a pris jusqu'à 5 ans et il a eu un problème de poignet. Donc avant, tant mieux, ça a été pris en garantie. Tu sais, arrive à 5 ans, tu le gardes jusqu'à 6 ans et puis là, pof, un gros truc qui arrive, quoi. Donc c'est un petit peu dommage, quoi, là-dessus.